Vous avez fait appel, vous allez nous dire dans un instant pourquoi vous contestez ce jugement, mais d'abord une précision, le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Donc ça veut dire que dans quelques jours, quoi qu'il arrive, Nicolas Bedos sera équipé d'un bracelet électronique? Alors, quelques jours, vous allez vite en besogne, hein. C'est la justice française, tout se passe toujours dans un temps assez lent, donc ce sera dans quelques mois. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner, car c'est bien ce qu'il y a de plus choquant dans cette décision, c'est que le tribunal, dont je rappelle que c'est une juridiction de première instance, à savoir que la Cour d'appel peut venir réformer totalement ce qui a été décidé, c'est-à-dire que demain, Nicolas Bedos pourrait être déclaré innocent, et moi j'y crois avec force, puisque j'ai des arguments juridiques et factuels très importants pour faire valoir ça relaxe. Et donc on ira peut-être demain devant une cour d'appel, après avoir exécuté une peine de détention, puisque le bracelet électronique c'est de la détention à domicile. Et donc vous avez là un tribunal qui s'estime finalement plus important que ces juges supérieurs, à savoir les juges d'appel, et qui fait appel à cette notion d'exécution provisoire qui ne se justifie absolument pas, puisque ça sert à quoi l'exécution provisoire en fait? Ça sert à s'assurer qu'une personnalité particulièrement dangereuse, un multirécidiviste, ne recommence ce qu'il a fait. Qui croit aujourd'hui sérieusement que Nicolas Bedos est dangereux pour la société et doit faire l'objet d'une peine alors qu'il est toujours présumé innocent? Il est présumé innocent puisque la peine n'est pas définitive et que nous avons fait appel. Et pour autant, il pourrait être détenu avec un bracelet électronique. C'est absolument stupéfiant et totalement inédit. Vous allez revenir dans un instant sur vos arguments de défense. Vous avez une idée de quand il sera équipé de ce bracelet? Ça va prendre quelques mois. En tout cas, il y a un délai de 4 mois qui est imposé au juge d'application des peines. La réaction de votre client qui n'était pas présent cet après-midi pour le délibéré, comment a-t-il réagi en apprenant sa condamnation? Écoutez, moi je suis avocate, je ne suis pas porte-parole. Hein. D'ailleurs, vous savez, les avocats pénalistes, on commence à passer davantage de temps sur les plateaux que dans les prétoires. Ce que je regrette, mais nous n'avons pas le choix, puisque le tribunal, il est à la fois au palais de justice et sur vos plateaux. C'est pour ça que je suis là. Mais je ne vais pas parler à la place de mon client sur son état. Mais est-ce qu'il a été surpris? Est-ce qu'il a compris cette peine? Il a été surpris? Il ne s'y attendait pas? Mais, il s'y préparait? Mais personne ne s'y attendait. Si vous saviez les messages que j'ai reçus aujourd'hui, j'ai reçu des messages de plusieurs magistrats me faisant part de leur inquiétude sur le prononcé de cette peine. Donc, Nicolas Bedos, qui n'est pas juriste, il est évidemment surpris puisque d'abord, il conteste les faits, qu'il l'a répété plusieurs fois. Il n'est pas un agresseur sexuel et d'être traité comme s'il avait commis un viol, hein, avec une peine de détention à domicile. Non, mais s'il était traité comme s'il avait commis un viol, il n'aurait pas écopé de 6 mois avec un bracelet électronique. Il aurait une peine beaucoup plus lourde. Bah, attendez, pour avoir une exécution provisoire pour les faits pour lesquels il comparaissait, je vous assure que ça n'arrive jamais. Donc, évidemment qu'il a été surpris, mais que des juristes sont non seulement surpris, mais inquiets. Des magistrats m'ont envoyé des messages, des victimes, parce que moi je défends aussi des plaignantes et des victimes qui ne comprennent pas comment il est possible que pour les faits, à savoir un bisou dans le cou et une main par-dessus un gym de 2 secondes, c'est la plaignante qui le dit, hein, on puisse écoper d'une peine pareille quand elles-mêmes, ces victimes, ont porté des accusations avec des preuves matérielles, ce qui n'existe pas, hein, dans notre dossier, et que leurs agresseurs s'en sont sortis à bien meilleur compte que Nicolas Bedos. Mais alors justement, est-ce qu'il ne faut pas... Il serait intéressant de savoir si au moment où ce tribunal a prononcé cette peine avec cette exécution provisoire, et que dans la France entière, d'autres peines exactement au même moment étaient prononcées pour des faits similaires, quelles étaient ces peines? Mais vous seriez surpris. Mais c'est quoi le sous-entendu? Pardonnez-moi, maître, mais c'est quoi le sous-entendu? C'est que vous dites que c'est parce qu'il a une certaine notoriété, Nicolas Bedos, qu'il écope d'une peine que vous jugez sévère? C'est ça le sous-texte? Ce n'est pas un sous-entendu. Nicolas Bedos, il n'a pas été jugé pour ce qu'il a fait. Nicolas Bedos, il a été jugé pour ce qu'il est. Personne ne vous dira le contraire. Qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche l'exemplarité. D'ailleurs, sur votre plateau même, et ailleurs, l'avocat de la partie civile est sorti de l'audience en disant « Ah bah c'est une décision qui va faire œuvre pédagogique, c'est une décision exemplaire ». Mais depuis quand la justice vient piétiner les droits des accusés pour faire des
exemples. La justice s'en sort là avec un bon coup de com', parce que comme c'est Nicolas Bedos, eh ben on va en parler, ça va être retentissant. Elle est tellement critiquée pour son incapacité à gérer, à prendre en compte les violences sexuelles. Donc là, mais c'est du pain béni, d'autant que, pardon, mais c'est important, je pense, de le souligner, il y a tellement d'affaires visant des personnalités qui concernent des faits prescrits, puisqu'on vient porter plainte 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et donc des affaires qui ne peuvent pas être jugées. Et Nicolas Bedos, il arrive là avec une accusation, une partie civile qui est là, qui est présente, qui dénonce des faits qui se sont passés il y a 1 an. Donc, et donc, alors justement, j'aimerais qu'on aille dans le fond du dossier pour qu'on comprenne bien ce qui est reproché à Nicolas Bedos. En mai 2023, il lui est reproché d'avoir attrapé par la taille une serveuse dans un bar et de l'avoir embrassée de force dans le cou, ce fameux baiser. Juin, non, pas de sans force, son avec consentement. Surprise. Sans son consentement. Oui, mais il y a plusieurs sans son consentement. Juin 2023, c'est avec surprise. Juin 2023, toujours dans ce même bar, il lui est reproché d'avoir mis sa main sur le sexe d'une jeune femme par-dessus son pantalon. Alors, vous dites, c'est pas dans un bar, c'est dans une boîte de nuit. Un bar de nuit, si vous préférez. C'est une boîte de nuit. Oui. Nous sommes sur la piste de danse et vous parliez du geste au niveau de la zone de l'entrejambe par-dessus le jean. On ne sait toujours pas exactement quel est ce geste, puisque à l'audience, la plaignante, la partie civile, a refusé d'expliquer, à la demande du président du tribunal, a refusé de mimer, d'expliquer quel était ce geste. Donc aujourd'hui, vous me posez la question, vous voulez aller dans le fond des choses. Je ne peux pas vous dire quel est ce geste, puisqu'elle a refusé de l'expliquer. Pardon maître, mais j'étais à l'audience, ce geste, elle l'a mimé, elle l'a dit, il a fait comme ça, elle a tendu le bras. Alors attendez, pardon, vous étiez à l'audience, le président ne lui a-t-il pas demandé est-ce que vous pouvez mimer, et est-ce qu'elle ne s'est pas arrêtée en pleurant en disant ah non je ne peux pas, et qu'il lui a dit très bien, vous ne pouvez pas. Sous les yeux, elle a mimé ce geste, elle n'a pas mimé, le président lui a demandé si elle pouvait mimer le geste, elle a refusé de le faire. Et justement, ce qui a été reproché dans tous les comptes rendus à mon client, c'est que lui, essayant de comprendre ce qu'elle dénonçait, à plusieurs reprises, montrait ce qui avait pu arriver. Et ça a été dénoncé dans les comptes rendus d'audience, puisque de toute façon, c'est ce qui va se passer. Les personnalités n'iront plus à leur procès, puisque c'est un lynchage médiatique d'un côté et une leçon de morale. Un lynchage médiatique, vous êtes sur ce plateau ce soir pour vous expliquer, justement, et pour nous expliquer la défense de Nicolas Bedos. Alors, je vous remercie, mais vous êtes trop bonne. Non, mais je vous remercie. Non, mais ne soyez pas agressif, je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie d'être venu ce soir vous expliquer sur le plateau de BFM TV. Vous étiez à l'audience, vous étiez où à partir de 22h15 ? Parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y avait à peu près une trentaine de journalistes qui étaient là. Il y avait à peu près une trentaine de journalistes qui étaient là. Le procureur a pris ses réquisitions. Il a arrêté à 22h15. Et à ce moment-là, à part l'AFP qui s'astreint à une déontologie particulièrement forte de rester pour écouter la défense. Non, mais c'est important. Vous n'êtes pas là ce soir pour faire le procès des médias. Vous n'allez pas aller sur ce terrain-là. Mais pourquoi on est là. Attendez, on est là pour expliquer la défense de Nicolas Bedos. Alors si vous voulez, allez-y, on change l'émission, on fait le procès des médias. Moi, je veux bien faire ma plaidoirie pendant 1h15. Je ne sais pas si c'est une stratégie, la contre-attaque, mais honnêtement, allons sur le fond du dossier. Alors là, franchement, justement, allons sur le fond du dossier. Je vous assure qu'il n'y a absolument si vous aucune le voulez stratégie. bien, il n'y a aucune contre-attaque. Attendez, pardon. Je ne vais pas... Non, parce que vous dites on va aller au fond des choses, etc. Oui, justement, j'aimerais qu'on y aille. Non, j'ai plaidé pendant 1h15. Il y a 3 semaines, je ne vais pas refaire ma plaidoirie sur ce plateau. Mais alors on aimerait comprendre. Ce que je suis venue vous dire, vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ce que j'ai à vous dire. Non, mais justement, c'est pour ça que j'aimerais qu'on vienne sur le fond du dossier. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec cette décision et avec cette peine, c'est qu'on a piétiner des principes d'état de droit. Pardon, l'état de droit, c'est intangible et sacré, contrairement à ce que nous a dit M. Retailleau il y a quelques semaines. Il y a des principes comme la présomption d'innocence et aussi le doute profite à l'accusé. C'est-à-dire que la nécessité probatoire, c'est-à-dire qu'il faut des preuves pour condamner, c'est un principe intangible. Dans ce procès, vous voulez qu'on parle du fond des choses, je vous le dis, il n'y a pas de preuve de ce pourquoi il a été condamné. Il a été condamné, je vous l'ai dit, pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a fait. On n'a pas respecté ces principes-là.
Pardonnez-moi, mais alors, je suis inquiète. Prenons les choses justement pour qu'on comprenne bien. Bien sûr, mais justement, moi j'aimerais qu'on avance parce que j'aimerais comprendre, pour être tout à fait honnête. Prenons les choses factuellement. Vous parlez de cette histoire de baiser, ça il ne le conteste pas, le baiser dans le cou, le bisou dans le cou. Vous dites, il ne reconnaît pas non plus. Par surprise. Ne s'en souvient pas. Vous dites par surprise, mais vous dites c'est pas une agression sexuelle. Un bisou dans le cou quand une femme est en boîte de nuit, qu'un homme ivre vient vers elle et l'embrasse dans le cou sans son consentement. C'est quoi si c'est pas une agression sexuelle? C'est une atteinte à l'intimité, mais qui n'est pas une agression sexuelle. C'est-à-dire qu'un baiser sur la joue, c'est une agression sexuelle? Alors, non. Est-ce que le cou est plus intime que la joue? Oui. Est-ce que pour autant c'est une atteinte sexuelle? Selon moi, non. Et je peux vous dire qu'on a eu aujourd'hui le premier tribunal de France, peut-être que certaines personnes trouveront ça formidable, qui a considéré qu'un bisou dans le cou... détaché de toute autre circonstance. Il n'y a absolument rien qui vient avant, il n'y a rien qui vient après. Elle a expliqué qu'elle s'est éloignée et qu'il lui a fait un sourire et qu'il n'a absolument pas essayé de la poursuivre. Il n'avait aucune autorité hiérarchique sur elle, il ne se connaissait pas. Enfin, il n'y a absolument rien d'autre autour de ce bisou dans le cou. Eh bien, non, ce n'est pas une atteinte sexuelle. C'est la définition de l'agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle par surprise, contrainte, ou menace ou violence. Ce n'est, selon moi, selon vous, jusqu'ici, selon la jurisprudence, pas une agression sexuelle. C'est très désagréable. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent être très désagréables et très gênantes et qui, pour autant, ne sont pas sanctionnées par le code pénal. Est-ce que alors, vous placez le curseur où? Parce que, en gros, concrètement, si vous me dites, il y a une hiérarchie. Donc, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui se fait embrasser de force dans le cou, vous lui dites, c'est pas grave, c'est pas répréhensible, c'est pas une atteinte sexuelle. J'ai pas dit que c'était pas grave. J'ai dit que c'était pas répréhensible. Pénalement, c'est pas la même chose. Donc, on lui dit quoi à cette jeune fille? Merci, la justice n'a rien à faire pour vous. Ce n'est pas une infraction pénale. Bon, alors par contre, je veux dire, à quel moment vous considérez que c'est une atteinte sexuelle? Vous avez donc, une main sur les fesses, oui, c'est une atteinte sexuelle. Un bisou dans le cou, ça l'est pas. Un bisou là, est-ce que ça l'est? Un bisou là, est-ce que ça l'est pas? Enfin, je veux dire, à quel moment vous considérez que tel ou tel geste est une agression sexuelle? Pardon, mais c'est pas moi qui ai rédigé le code pénal. Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle. Qu'est-ce qui est une atteinte sexuelle? Par la jurisprudence et la définition que n'importe qui peut en donner. Vous avez le baiser sur la bouche, vous avez les mains sur les seins, vous avez les mains sur les fesses, vous avez même la main extrêmement appuyée sur la cuisse et qui va remonter vers les parties intimes, vous avez les parties intimes, enfin vous avez beaucoup d'endroits du corps qui sont des atteintes sexuelles. Mais en quoi est-ce que le cou est d'ordre sexuel? Peut-être que vous le pensez, et moi non. La justice aussi le pense, puisqu'elle a condamné Nicolas Bedos. C'est une décision de première instance qui n'est pas définitive. Pour l'instant, en tout cas. Donc ce n'est pas de la jurisprudence. Oui, pour l'instant. Donc pour l'instant, ce n'est pas ce que la justice a décidé de façon définitive. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Et la main sur le sexe d'une personne, par-dessus son pantalon, pour vous, c'est pas une atteinte sexuelle? C'est ce que j'ai dit. Je viens de vous dire exactement le contraire, madame. Non, mais en l'occurrence, il a accusé de ça. Oui, mais alors attendez, ce sont deux choses totalement différentes. Il y a la qualification, qui est le bisou dans le cou, et il y a ce qui s'est passé sur la piste de danse. Donc, si vous voulez, on va en parler, même si, encore une fois, je vous dis, il y a eu une audience, et donc, on pourrait peut-être justement en discuter, mais enfin, moi, je veux bien vous refaire toute ma plaidoirie. Ça aurait été intéressant que ce soit repris dans les médias, comme ça, on n'aurait peut-être pas besoin de revenir dessus, mais allons-y. Personne n'a dit que ce qui était ressenti par la plaignante n'était pas une agression sexuelle. À aucun moment. Je veux dire, qui va dire ça? On est sur exactement une zone d'intimité. Oui. Ce qui s'est passé par rapport à ce geste-là, et qu'il a expliqué dès le début, et que même les policiers ont constaté, ce geste est intervenu dans le contexte d'une bousculade qui est clairement établie par les témoins. Et qui sont les témoins? Les 4 meilleurs amis de la plaignante, son frère qui était présent, et qui ont tous dit dans les procès-verbaux, ils n'étaient pas à l'audience, mais enfin c'était les procès-verbaux, et les procès-verbaux ont été lus à l'audience, donc votre confrère va pouvoir regarder ces notes, mais ils étaient ensemble, ils formaient un cercle au milieu de la piste de danse, ils étaient sur le chemin de la sortie, et donc de nombreuses personnes les ont bousculés, de nombreuses personnes ont bousculé précisément la plaignante, et les policiers eux-mêmes, avant même d'avoir interrogé Nicolas Bedos, donc c'est pas parce que c'était sa défense, ils ont dit à la plaignante, mais attendez, après les éléments qu'on a pu recueillir, est-ce que vous êtes certaine qu'il ne s'agit pas d'une bousculade et que tout ceci, en fait, est intervenu pas du tout dans une intention sexuelle, d'accord? Et Nicolas Bedos, quand il a été entendu en garde à vue, j'étais là,
nous n'avons pas accès au dossier. Nous ne savions même pas tout ça. Et de lui-même, il a dit, mes souvenirs sont très flous, mais il est absolument impossible que j'ai fait un geste pareil. Ça n'a pu intervenir que dans un contexte accidentel. Et c'est quand on a eu le dossier, on a vu que c'était tout à fait exactement ce qui était corroboré par les éléments factuels. Donc on ne dit pas que ça ne serait pas une agression sexuelle si ça avait été commis. Ce qu'on dit, c'est que s'il y a eu un contact physique, puisqu'il ne voulait pas remettre en cause la parole de la plaignante, et on ne remet pas en cause la parole de la plaignante, on ne remet pas en cause son ressenti, mais jusqu'à preuve du contraire, un ressenti qu'il aurait volontairement fait ça, ce n'est pas une preuve. Et ses meilleurs amis qui sont là n'ont pas vu ce geste. Thibaut Cheviard. Alors, c'est pas exactement ce qu'elle a expliqué le jour de l'audience. Elle, ce qu'elle a dit, c'est que Nicolas Bedos s'est approché d'elle, la tête baissée, la main en avant. Oui. Et ensuite, elle a mimé ce geste. Il a dit, il a mis sa main là, voilà. Oui, c'est ce qu'elle dit, mais c'est pas ce que les témoins disent. Pardon, c'est son ressenti, c'est son interprétation. C'est son interprétation, n'empêche que... Non, mais il y a ce geste que Nicolas Bedos refuse de reconnaître. Lui, il dit qu'il l'a peut-être touché par inadvertance. Mais finalement, dans toutes les infractions qui lui sont reprochées, il dit systématiquement qu'il ne s'en souvient pas. Mais les plaignantes, elles s'en souviennent bien. Enfin, elles sont venues à la barre témoigner et on a vu leur sincérité, leur émotion dans la voix. Et finalement, moi, je me demande si votre client, il n'a pas payé son attitude le jour de l'audience. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression qu'il ne ressentait pas finalement qu'il avait franchi une certaine ligne et surtout on a l'impression qu'il s'est d'abord présenté comme étant lui-même la victime principale de cette affaire, que tout ça c'était une énorme machination destinée à mettre un terme à sa carrière et finalement c'était ça qui était presque un peu gênant, c'est qu'il s'est davantage victimisé que les propres plaignantes qui étaient là pour témoigner de leur stress, de leur émotion qu'elles auront subi après tout ça. Je peux vous poser une question? Si Monsieur Bedos vous avait dit, mais je me souviens très bien, je n'ai jamais fait ça, vous l'auriez cru? Alors, moi, pardon, mais si, vous dites quoi? Moi, je suis, depuis tout à l'heure, vous dites, ah bah non, c'est pas ce qui s'est passé, elles ont quand même dit ça. Non, donc, vous avez des opinions. Oui, vous rappelez vos impressions d'audience, le sentiment que le comportement de mon client a fait sur vous. Donc, moi, je suis en droit de vous poser cette question. S'il avait dit, je m'en souviens très bien, et c'est pas vrai, est-ce que vous l'auriez cru? Non. Est-ce que le fait de ne pas se souvenir, ça permet d'imputer n'importe quoi à quelqu'un et toutes les infractions pénales qu'on peut imaginer? Non. Est-ce que Monsieur Bedos a dit que le baiser dans le cou n'avait pas existé? Il a dit qu'il s'en souvenait pas, mais il a jamais dit que ça n'avait pas existé. Sur la troisième, pour laquelle il a été relaxé, parce qu'on n'en parle pas. Il a dit qu'il a quand même, excusez-moi, alors peut-être que j'ai mal suivi le compte rendu, parce que moi, pour le coup, je n'étais pas à l'audience. Peut-être que j'ai mal suivi les comptes rendus d'audience et je vais demander à Thibaut Cheviard. Et je vais demander à Thibaut Cheviard de surveiller mes propos. Mais ce que j'ai compris, c'est que Nicolas Bedos a dit effectivement qu'il a vu un blackout, mais en même temps, il assure ne pas avoir de geste déplacé. Donc comment on peut avoir un blackout, ne se souvenir de rien, et en même temps dire j'ai pas eu de geste déplacé? Ça vous arrive de boire de temps en temps? Est-ce que vous pensez, vous ne buvez jamais? Non, mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai fait un pardonnez-moi, mais si j'ai fait un blackout, par définition, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Donc je ne peux pas affirmer si j'ai eu tel ou tel geste déplacé. Déjà, il n'a pas dit que à chaque fois il a eu un blackout. Il a expliqué que ses souvenirs étaient très flous. Mais par ailleurs, il y a des choses que vous savez que vous êtes capable de faire ou pas quand vous avez beaucoup bu. Sauf si on vous apporte la preuve du contraire. Et personne n'est venu lui apporter la preuve du contraire. Pardon. Et donc autant il a dit baiser dans le cou, oui, ça pourrait tout à fait me ressembler. Il a été relaxé de fait de harcèlement sexuel et ce qui était dit par la plaignante et dit ça a pu arriver. Ça, le geste qui est décrit sur la piste de danse au niveau de l'entrejambe, il dit je ne fais pas ça. Je veux dire, on se connaît quand même. Et donc, on sait ce dont on est capable de faire, on sait quelle ligne on est capable de franchir ou pas. Enfin, quand on est bourré et qu'on ne se souvient de rien, on franchit toutes les limites. Enfin, on peut franchir les limites et pas s'en rappeler. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas été plus loin. Je veux dire, dans ces cas-là, prenons tous les hommes qui ont, et les femmes d'ailleurs, parce que dans l'affaire de Juliette Favreul, cette productrice du collectif 50-50, on expliquait aussi que peut-être qu'elle ne s'en souvenait pas puisqu'elle avait trop bu. Elle disait, mais attendez, non, je n'ai pas bu. Donc que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'on peut imputer à toute personne qui est dans un état d'ivresse important la commission de n'importe quel fait. Mais ce n'est pas possible. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de dire, c'est, mais enfin, si il ne se souvient pas et qu'une personne vous accuse de quelque chose, c'est que
nécessairement vous l'avez fait. C'est pas nous qui disons, c'est la justice qui a rendu un verdict. Aujourd'hui, on essaie de comprendre le fond de ce verdict. Est-ce que sur l'alcoolisme, l'alcoolémie de Nicolas Bedos, j'ai eu le sentiment que vous justifiez son comportement par son état d'ébriété. Est-ce que j'ai eu tort? Mais vous avez eu totalement tort. Okay. Est-ce que je vous prends encore un témoin? Est-ce qu'une seule fois, tant Nicolas Bedos que moi-même, nous avons utilisé le fait qu'il était en état d'ivresse pour se défendre? J'entends l'avocat de la partie civile là qui dit oui, c'est une circonstance aggravante, ce n'est pas une circonstance atténuante ni une excuse. Mais personne n'a dit le contraire. Justement, c'est écrit dans la loi, c'est écrit dans le code pénal, ça. C'est une circonstance aggravante. Il a reconnu l'audience, il l'a même reconnu dans les premières minutes pour qu'il n'y ait pas de débat par rapport à ça. Il ne cherche pas du tout à se dédouaner d'une responsabilité par cette prise d'alcool. Et même mieux, parce que vous dites c'est son attitude. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'était vraiment pas complaisant avec lui-même sur son attitude, sur l'attitude déplacée qu'il pouvait avoir, sur le comportement odieux qu'il pouvait avoir. Il a expliqué que depuis 18 mois, il se faisait soigner. Il est extrêmement sévère sur lui par rapport à ça. Sévère sur lui-même, il parle. Mais on peut être. Excusez-moi, je donne juste les mots qu'il a employés. Je donne juste les mots qu'il a employés. Mais oui, mais j'ai eu les comptes rendus d'audience. Excusez-moi, je fais mon travail de journaliste aussi. Ce ne sont pas des enregistrements. Est-ce qu'il n'a pas utilisé le terme d'amabilité lourde? Oui, il a utilisé le terme d'amabilité lourde. Vous dites qu'il est très sévère par rapport à son comportement. Il parle, lui, d'amabilité lourde. Est-ce que vous estimez que c'est sévère? Combien de temps a duré l'audience? 10 heures. 10 heures. Donc, amabilité lourde, c'est une chose, en effet, qu'il a dite une fois sur une audience de 10 heures où lui-même, je pense, a occupé la parole pendant au moins 3 heures. Alors, donc, moi, je veux bien qu'on sorte une expression, mais franchement, il ne fait vraiment pas preuve de complaisance sur son comportement, sur le côté totalement même pathétique de son comportement. Ce sont aussi des mots qu'il a employés. Mais on peut être pathétique, on peut être déplacé, on peut être désagréable, on peut être odieux 100 fois et ne pas agresser une seule fois. Est-ce que quelqu'un est capable d'entendre ça sur ce plateau? Christophe, Nora? Qu'un tribunal condamne, c'est le rôle de la justice, mais c'est vrai que l'ampleur de la peine surprend. Quand on compare à des tas de jugements qu'on lit dans la presse qui semblent bien plus indulgents pour des agressions physiques, des violences dans les transports ou dans la rue. Donc on est un petit peu surpris. Et moi j'ai l'impression que Nicolas Bedos est victime d'un triple malus. Le malus de la notoriété. Longtemps la célébrité a protégé les justiciables. Vous étiez célèbre, on était indulgent avec vous, on vous faisait pas d'ennui. C'était vraiment très mal. Aujourd'hui, le balancier est allé un peu de l'autre côté. Quand vous êtes célèbre, parfois, c'est une circonstance aggravante et la justice a tendance à avoir la main encore plus lourde. Le deuxième malus, il est quand même par rapport à ce phénomène de société, des violences faites aux femmes, des violences sexuelles, où la justice semble agir sous une pression de la société, pression vertueuse par ailleurs, et la justice devient en quelque sorte zélée en se disant « Ouh là là, il faut que je donne l'impression d'être plus royaliste que le roi, d'aller plus loin que ce qu'on nous demande pour montrer... » pour éviter la polémique, puis pour montrer aussi que je suis moderne. Et ça, on le rencontre dans de plus en plus d'affaires pendant les enquêtes ou après. Un symptôme de cela, d'ailleurs, c'est que on dit la plaignante ce soir, mais très souvent dans les débats, on dit la victime, comme si le procès était déjà terminé, qu'il y avait un coupable et une victime. On considère que dire la plaignante, déjà, c'est mettre un doute sur ce que dit une femme et que c'est pas bien par les temps qui courent. Attention à cette pente-là, elle n'est pas, à mon avis, vertueuse. Victime, on te croit, violeur, on te voit. C'est un slogan politique qui ne doit pas être judiciaire. Puis je pense qu'il y a un troisième malus pour Nicolas Bedos, c'est quand même cet argument qui est revenu de dire l'alcool, mon problème avec l'alcool, l'inconscience due à l'alcool. Est-ce que le tribunal n'a pas considéré que c'était rechercher une excuse derrière une explication? Nora. Alors, je ne vais pas du tout être d'accord avec Christophe Barbier, mais voilà, rien d'étonnant. Exactement. Là-dedans, je pense que c'est aussi... Peut-être qu'il y a une part d'exemplarité dans cette décision, effectivement, qui n'est pas définitive, et peut-être qu'on a besoin d'exemplarité en ce moment. Faire un exemple, c'est l'Ancien Régime. Non, c'est pas du tout l'Ancien Régime. C'est qu'en fait, Non, mais je vais aller au bout de mon propos. Pourquoi? Parce que on souffre, et c'est pas un on collectif, mais de manière générale, ces histoires, on en est repu de manière quotidienne, partout, d'agressions sexuelles, dans les
transports en commun, dans l'espace public, vous allez boire un coup, vous avez des jeunes femmes en fait qui sont obligées de mettre des t-shirts dans les transports en commun. Enfin, tout ça pour dire que cette espèce de climat qui est en train de s'installer, où on dit oui mais en fait il avait un peu trop bu, oui mais en fait il va pas bien, et c'est qu'un bisou dans le cou. Est-ce que c'est un bisou dans le cou? Est-ce que c'est pas pareil que sur la bouche? Bah je suis désolée en fait. Coup ou pas coup, c'est une agression sexuelle. À partir du moment où il y a la question du consentement, et c'est pour ça qu'on a tous ces débats autour du consentement, c'est une agression sexuelle si elle n'est pas consentie. Je ne parle même pas du fait d'éventuellement taper ou attraper le sexe en fait d'une femme, que ce soit sur son jean ou pas. Mais moi, je n'étais pas du tout à l'audience. Moi, tout ce que je vois, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus large qui me fait dire que il est peut-être nécessaire pour envoyer un signal à la société aujourd'hui, à l'heure où ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est dans le procès Pellico, qu'on entend beaucoup de choses autour de oui mais c'est pas pareil. Et puis il y a eu le livre de Caroline Fourest qui dit bah oui mais en fait c'est encore pas pareil. Faut distinguer. Non mais faut peut-être distinguer, mais faut aussi quand il y a des faits se dire bah là en fait on va envoyer un signal comme quoi ce n'est plus possible. Les Espagnols ont réussi à le faire. Pourquoi la justice espagnole est capable de créer ça? À tel point qu'il y a quand même une forme de ressac aujourd'hui dans ces types de violences, alors qu'ils partaient de bien plus loin que nous. Il y a un manque de volonté politique en France. Le Grenelle des violences n'a rien donné, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les associations et les militantes. Alors, je suis désolée pour votre client. Il paye pour les autres. Non, il paye pas pour les autres, il va falloir que tout le monde paye. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'entendre? Mais pardon, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'entendre? Oui, et moi j'ai pas de problème à l'entendre. On fait une exemplarité sur un individu, on remplace une injustice par une autre injustice. Attendez, alors attendez. Je suis en train de parler. Oui, bah moi aussi. Nora, alors, chacune votre tour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne vous entend pas, chacune votre tour. Nora, s'il vous plaît, on va laisser Maître Minkowski répondre, et ensuite je vous donnerai la parole. Mais chacune votre tour, s'il vous plaît. Vous allez me répondre. Laissez-moi simplement terminer. C'est-à-dire que c'est juste que là, dans ce que j'entends, c'est exactement la démonstration de ce que je disais au départ, que vous vous dites on fait une exemplarité sur le dos de cette personnalité, et bah tant mieux, et c'est très bien. Moi je vous dis ça m'inquiète. Moi je vous dis je pense qu'on ne résout pas des injustices en créant une nouvelle injustice. Moi je dis que la société, la justice ne peut pas s'emparer le cas d'un individu pour faire l'exemple. Je ne pense pas que ce soit ce que la justice espagnole a fait. Je pense que ce qu'il faut, c'est travailler à de la pédagogie, c'est travailler à expliquer aux femmes ce qu'il faut faire quand elles sont victimes, d'aller porter plainte immédiatement, de garder des traces, etc. Parce qu'on ne pourra jamais condamner sans preuve, sinon nous vivrons dans le monde de l'arbitraire. Et vous aussi, madame, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la présomption d'innocence, le doute profite à l'accusé, la nécessité probatoire, tout ça, ça nous protège tous. Et pardon si j'ai vraiment haussé le ton, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous faites une comparaison en disant finalement on avait bien besoin de condamner Nicolas Bedos même à une peine totalement disproportionnée, alors que c'est quand même garanti par la Déclaration des droits de l'homme et donc de valeur constitutionnelle, la nécessité et la proportionnalité des peines à cause de ce qui se passe dans le procès de Mazan, d'accusation de viol en récidive. Alors c'est ce que j'ai entendu. Vous n'avez pas du tout compris, et je pense qu'il y a une part de mauvaise foi dans la manière dont vous êtes en train de... Expliquez-nous votre pensée. Je vous assure que j'ai fait peur d'aucune mauvaise foi. Peut-être qu'il est un peu tard, mais en l'occurrence, vous savez très bien le climat dans lequel on est depuis plusieurs mois. Vous savez très bien que MeToo a quand même révélé beaucoup de choses et qu'il y a un besoin d'exemplarité, non pas forcément sur votre client, et c'est pas ça que je disais. Il y a un besoin d'exemplarité de la justice, de reconnaître aussi toutes ces questions que les femmes posent aujourd'hui. Il y a, et vous le savez, sur les procès de viol, aujourd'hui vous pouvez déposer plainte. Combien arrivent à être jugés et les premiers, et les personnes condamnées? Très très peu. Et on le sait. Donc là-dedans, il va falloir revoir tout notre système judiciaire. Il ne suffira pas simplement de dire il faut éduquer en fait les victimes, il faut éduquer les femmes. Non, il va falloir aussi que de manière très claire, la société dise aux hommes, c'en est fini. C'est terminé. Et donc si Monsieur Bedos, je suis désolée peut-être que vous ayez ce soir à venir vous expliquer en son nom, peut-être explique, et à subir 6 mois de bracelet électronique, et pardon,
c'est 6 mois de bracelet électronique chez lui. Il n'est pas en prison. Il ne sera pas incarcéré. Bon. Honnêtement, je pense qu'il y a quand même matière à pouvoir se dire s'il faut que collectivement on en passe, non pas que par Monsieur Bedos, mais de manière collective par peut-être quelque chose de plus. Merci Nora. Ça s'appelle changer la loi. Merci Nora. On a un vrai sujet sur changer la loi. Merci Nora. Merci Christophe. Et moi, je vais vous dire, non mais le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'est pas condamné définitivement. Et donc, même si c'est à domicile, c'est exécuter une peine alors qu'il est présumé innocent. Et il n'y a pas que ça, parce qu'on parlait de la couverture médiatique, etc. Nicolas Bedos, depuis le jour où il a été placé en garde à vue et où des caméras de BFM, d'ailleurs, nous attendaient à la sortie, alors que normalement, c'est quand même censé être secret. Donc, vous dites que je fais le procès des médias, mais forcément, dans l'exercice de mon métier, il y a quand même des dérives qui sont absolument inacceptables. Écoutez, depuis ce jour-là, professionnellement, il a tout perdu. Sa série est sortie en catimini. Vous ne pouvez pas dire que c'est la faute des médias s'il a tout perdu. S'il a tout perdu, c'est à cause des accusations dont il fait l'objet. C'est pas de la faute des médias. Vous ne pouvez pas nous faire ce procès-là. Ce que je dis, c'est que j'ai pas dit que c'était la faute des médias. Je n'ai pas dit que c'était la faute des médias. Ce que j'ai dit, c'est que non seulement il y a cette détention au domicile alors qu'il est présumé innocent, qui n'est pas condamné définitivement, mais que en plus, depuis 18 mois, depuis le jour de sa garde à vue, vous dites que c'est pas la médiatisation, mais que c'est la plainte. Et donc ça explique ce que vous disiez tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'il disait qu'il était que presque ému puisque ça avait gâché sa vie, qu'il se posait comme victime. Mais il est exact que depuis ce jour-là, M. Nicolas Bedos, pour un baiser dans le cou et pour ce geste dans un lieu public qui a duré 2 secondes, il n'a plus aucun projet. Et que, oui, c'était un réalisateur talentueux, mais comme on peut exercer n'importe quel métier de façon tout à fait correcte, et que pour autant, on ne peut pas décider que vous cancélisez et que vous n'existerez plus professionnellement. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation.